J'ai 83 ans. Je m'appelle Laura Grace. Je vis seule depuis 15 ans maintenant, depuis que Vincent est mort. Et j'ai appris quelque chose qu'il m'a fallu trop longtemps pour comprendre. Il y a un moment où vous réalisez que personne ne vient prendre de vos nouvelles. Personne ne va remarquer si vous n'êtes pas sorti de la maison depuis 4 jours. Si vous avez arrêté de manger de vrais repas. Si vous êtes tombé dans la salle de bain et que vous ne pouvez pas vous relever. Ce moment m'est arrivé un mardi après-midi, debout dans ma cuisine, en réalisant que je n'avais parlé à aucun autre être humain depuis presque une semaine. Le silence était si complet que je pouvais entendre ma propre respiration. Et ça m'a fait peur plus que je ne veux l'admettre. Alors je veux parler avec vous. Pas faire la leçon. Juste partager ce que j'ai appris sur les choses à éviter quand vous vivez seule en tant que femme âgée. Parce qu'il y a des erreurs que j'ai faites qui ont failli me détruire. De petites choses qui ne semblent pas dangereuses jusqu'à ce que soudain elles le soient. Si vous vivez seule maintenant ou pensez que vous pourriez l'être un jour, c'est pour vous. Et ce que je ne comprenais pas à l'époque, c'est à quelle vitesse vous pouvez glisser dans des schémas qui semblent normaux jusqu'à ce qu'ils ne le soient plus. La première chose, et c'est la grande, celle dont tout le monde vous avertit, mais dans laquelle il est plus facile de tomber que vous ne le pensez, c'est l'isolement complet. Après la mort de Vincent, je pensais que j'allais bien. J'avais mes routines, ma maison, mon calme, mais des semaines passaient sans vraie conversation. Juste la caissière à l'épicerie, le facteur si je le croisais. Je n'ai pas remarqué au début à quel point tout était devenu silencieux, à quel point mon monde était devenu petit. Un jour, j'ai réalisé que je n'avais parlé à personne depuis 4 jours, 4 jours entiers. Et ça ne me paraissait même plus étrange. Ça m'a fait peur parce que l'isolement ne s'annonce pas, il s'installe lentement. Une invitation refusée à la fois, un appel téléphonique que vous ne passez pas. Un jour, vous réalisez que vous avez oublié ce que ça fait d'avoir quelqu'un qui vous répond. J'ai commencé petit. J'ai appelé ma sœur Jean 1 fois par semaine, juste pour parler de rien d'important. Le temps, ce que nous préparions pour le dîner. J'ai rejoint un groupe de lecture à la bibliothèque. Je n'aimais même pas la moitié des livres qu'il choisissait, mais j'y allais quand même parce que voilà ce que j'ai appris. Vous ne pouvez pas attendre de vous sentir seul pour commencer à créer du lien. À ce moment-là, c'est plus difficile. Vous avez perdu l'habitude d'être avec des gens. Vous devez le faire intentionnellement, même quand vous n'en avez pas envie. Peut-être surtout à ce moment-là. Le groupe de lecture m'a sauvée, honnêtement. Pas à cause des livres, mais parce que tous les 2 jeudis, j'avais une raison de m'habiller, une raison d'être quelque part, une raison d'entendre des voix humaines me dire des choses directement. La deuxième chose est de négliger votre santé. Quand Vincent était en vie, il me rappelait les rendez-vous chez le médecin. Il me demandait si j'avais pris mes pilules. Je détestais ça à l'époque. Je trouvais que ça faisait rabâchage, que c'était contrôlant. Maintenant, il n'y a personne pour me le rappeler. Et c'est tellement facile de laisser les choses glisser. Je me dis que je devrais prendre ce rendez-vous. Et puis je ne le fais pas. Les jours deviennent des semaines, les semaines des mois. Une année, je suis restée presque 18 mois sans voir mon médecin. Je me disais que je me sentais bien, que je n'avais pas besoin d'y aller. Quand j'y suis finalement allée, ma tension artérielle était dangereusement élevée. Elle l'avait été depuis je ne sais combien de temps. Le médecin m'a regardée et a dit « Laura, vous auriez pu faire un AVC, vous avez de la chance. » Ça m'a secouée, ça m'a vraiment secouée. J'ai réalisé que je traitais mon corps comme s'il n'avait pas d'importance, comme si c'était la responsabilité de quelqu'un d'autre. Alors maintenant, j'écris tout. Les rendez-vous médicaux sur le calendrier,
les pilules dans un pilulier hebdomadaire pour que je puisse voir si je les ai prises. Je mets des rappels sur mon téléphone, même si je ne suis pas très douée avec les téléphones. Ça va sembler ridicule, mais une fois j'ai mis un rappel pour mes pilules, et quand il a sonné, je n'arrivais pas à comprendre comment l'arrêter. Ça n'arrêtait pas de biper pendant 10 minutes pendant que j'appuyais sur tous les boutons. Vincent aurait ri de ça. Mais l'idée, c'est que je le fais parce qu'il n'y a plus personne pour veiller sur moi maintenant. C'est mon travail. Ça est devenu mon travail le jour où je me suis retrouvée seule. Et je le prends au sérieux maintenant d'une manière dont je ne le faisais pas avant. La troisième chose est d'ignorer les questions de sécurité. Quand vous êtes plus jeune, vous ne pensez pas beaucoup à la sécurité à la maison. Vous vivez, c'est tout. Mais quand vous êtes plus âgé et seul, chaque risque paraît plus grand. Chaque coin devient un danger. Je connaissais une femme, Dorothy. Elle habitait 3 rues plus loin. Elle est tombée dans sa salle de bain. Elle s'est fissuré la hanche. Elle est restée là pendant 6 heures avant que quelqu'un la trouve. 6 heures sur ce carrelage froid, seule, en douleur, effrayée. Ça aurait pu être moi. Ça a presque été moi une fois. Après avoir entendu parler de Dorothy, j'ai pris un de ces boutons d'alerte médicale, le genre que vous portez autour du cou. Vous appuyez dessus si vous avez besoin d'aide. Je me sentais bête à le porter au début, comme si j'admettais que j'étais vieille, fragile. Mais puis un après-midi, je suis tombée. Juste une glissade dans la cuisine. Rien de cassé. Mais je ne pouvais pas me relever tout de suite. Et j'étais tellement reconnaissante d'avoir ce bouton. Juste de savoir que je pouvais appeler à l'aide si j'en avais besoin. Ça a tout changé. J'ai aussi mis de meilleures lumières dans les couloirs, la salle de bain, partout où je marche la nuit. Je me suis débarrassée de tous les tapis, chacun d'eux. Ils sont jolis, mais ils sont dangereux. Faites attention à ce détail parce que ça va compter plus tard. Ça semble être de petites choses, mais elles comptent parce que quand vous vivez seul, un petit accident peut devenir un gros problème vite. Vous n'avez pas le temps d'attendre que quelqu'un vous trouve. Vous devez empêcher la chute avant qu'elle n'arrive. La quatrième chose est de développer des habitudes malsaines. Et celle-ci m'a surprise. À quel point il était facile de glisser dans des schémas que je n'aurais jamais eus quand Vincent était là. Les habitudes alimentaires ont été les premières. Je me faisais un sandwich pour le dîner, debout au comptoir, sans même m'asseoir, ou je sautais le dîner complètement. Je prenais juste des crackers et du fromage devant la télé parce que pour qui cuisinais-je? Juste moi. Et ça ne semblait pas valoir l'effort. Mais après quelques mois comme ça, je me sentais terrible, fatiguée tout le temps, pas d'énergie. Il m'a fallu un moment pour faire le lien avec la façon dont je mangeais. J'ai commencé à m'obliger à m'asseoir à table, même si c'était juste un repas simple, même si j'étais seule. J'ai mis un couvert. J'ai utilisé une vraie assiette, pas du papier. Ça paraît peut-être idiot, mais ça a aidé. Ça a rendu les repas à nouveau quelque chose, pas juste du carburant, pas juste quelque chose à traverser. La même chose est arrivée avec l'exercice. Tellement facile d'arrêter de bouger quand personne ne vous regarde. Je passais des journées entières en robe de chambre, sans m'habiller, sans sortir. Je devais me forcer à marcher, même juste autour du pâté de maison chaque matin. Parce que votre corps ne se moque pas que vous soyez seul. Il a toujours besoin qu'on en prenne soin. Et honnêtement, cette marche m'a sauvée certains jours. Sortir, voir les voisins, sentir le soleil. Certains jours, c'était la seule raison pour laquelle je sortais du lit. La cinquième chose est de laisser votre maison devenir un fardeau. Cette maison, Vincent et moi l'avons achetée il y a 40 ans. Nous avons élevé 5 enfants ici. Elle est pleine de souvenirs. Chaque pièce contient quelque chose. Mais après sa mort, elle a commencé à sembler trop grande, trop à gérer.
La pelouse avait besoin d'être tondue. Les gouttières avaient besoin d'être nettoyées. De petites réparations que je ne savais pas faire. Je passais devant la marche de porche cassée pendant des mois. Je l'évitais juste. Je passais par-dessus. Un jour, ma fille Linda est venue rendre visite et a demandé pourquoi je ne l'avais pas réparée. J'ai juste dit que j'avais l'intention de le faire. La vérité, c'est que je ne savais pas comment et je ne voulais pas demander de l'aide. Mais finalement, j'ai dû l'accepter. Cette maison était trop pour une seule personne. J'ai engagé quelqu'un pour tondre la pelouse. J'ai trouvé un homme à tout faire pour les petites réparations. Ça coûtait de l'argent que je ne voulais pas dépenser. Mais ça en valait la peine, parce que votre maison devrait se sentir comme un sanctuaire, pas une source de stress constant. Certaines personnes réduisent, déménagent dans des endroits plus petits. J'y ai pensé, j'y pense encore parfois, mais je suis encore ici, juste avec plus d'aide maintenant. Et c'est d'accord, ce n'est pas un échec, c'est de la survie. La 6e chose est de perdre votre sens du but. Et c'était la plus difficile pour moi. Après la mort de Vincent, après ma retraite, je ne savais plus à quoi je servais. Pas une épouse, pas une travailleuse. Mes enfants avaient grandi, n'avaient pas besoin de moi. Les jours semblaient vides. Comme si je ne faisais que tuer le temps jusqu'à la fin. Je me réveillais et je pensais, à quoi bon? Pourquoi je fais ça? C'est un endroit sombre où être, plus sombre que je ne veux m'en souvenir. Il m'a fallu du temps pour trouver ma sortie. J'ai commencé petit. J'ai commencé à faire du bénévolat à la bibliothèque une fois par semaine, juste ranger des livres, rien d'important. Mais ça m'a fait sortir de la maison. Ça m'a donné une raison de m'habiller, de me présenter quelque part. Et lentement, j'ai commencé à me sentir utile à nouveau. Puis j'ai commencé à raccompagner Emma de l'école quelques jours par semaine, la petite fille de ma voisine. Sarah, sa mère, travaille et ça l'aide. Ces petites choses, elles m'ont donné un but, pas un grand but, juste assez. Vous n'avez pas besoin d'une grande mission, vous avez juste besoin de quelque chose. N'importe quoi qui vous fait sentir que vous comptez. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Emma attrape ma main en rentrant de l'école, quand Sarah me laisse une assiette de nourriture, quand je suis à la bibliothèque et que quelqu'un me demande où est un livre et que je sais, c'est assez, c'est tout. La 7e chose est de sentir que vous devez tout faire seul. J'étais tellement têtue là-dessus, tellement fière. Je pensais que demander de l'aide voulait dire que j'étais faible, que j'avais échoué d'une manière ou d'une autre. Quand mon aîné a proposé d'aider pour le travail dans le jardin, j'ai dit « Non, je peux gérer ». Quand ma fille voulait m'emmener à des rendez-vous médicaux, j'ai dit « Non, je peux conduire moi-même, je peux le faire, je peux le faire ». Jusqu'au jour où je ne pouvais plus. Et j'avais rendu si difficile le fait de demander parce que j'avais passé tellement de temps à insister que j'allais bien, que je n'avais besoin de personne. Finalement, ma sœur Jean est simplement arrivée un samedi. Elle n'a pas demandé. Elle est juste venue et m'a aidé à organiser mes médicaments. Elle a mis en place un système. Elle a tout passé en revue. Et j'ai pleuré là, à la table de la cuisine, parce que j'avais besoin de cette aide depuis des mois. Mais je ne pouvais pas l'admettre. Il n'y a pas de honte à avoir besoin d'aide. Il n'y a que la honte de souffrir seul quand vous n'êtes pas obligé. La 8e chose est de négliger votre environnement domestique. Après la mort de Vincent, j'ai arrêté de me soucier de la maison. J'ai laissé les choses s'accumuler. Je n'ai pas nettoyé comme avant. Le courrier s'empilait sur la table, la vaisselle dans l'évier, le linge dans des paniers pendant des semaines. Ça ne semblait pas compter. Personne ne venait, personne ne verrait. Mais moi je voyais.
et ça m'a affecté plus que je ne le réalisais. Je me réveillais avec du désordre et du bazar. Je me couchais de la même façon, et ça rendait tout plus lourd. Un après-midi, mon ami de l'église est passé à l'improviste. J'étais tellement embarrassée, j'ai donné des excuses. Je l'ai gardé à la porte. Cette nuit-là, j'ai regardé autour. J'ai vraiment regardé. Et j'ai vu dans quoi je vivais. J'ai commencé petit. J'ai nettoyé une pièce, puis une autre. Ça a pris des semaines. Mais une fois que c'était fait, je me suis sentie plus légère. Comme si je pouvais respirer à nouveau. Votre environnement compte, même si vous êtes la seule à le voir. Un espace propre et organisé n'est pas de la vanité, c'est du respect de soi. La 9e chose est de perdre la notion du temps. Quand vous vivez seul, surtout après votre retraite, les jours se mélangent. Lundi ressemble à jeudi. Jeudi ne ressemble à rien du tout. Je me réveillais et je ne savais pas quel jour on était. Je devais vérifier le calendrier. Au début, je pensais que c'était la liberté. Pas d'emploi du temps, pas d'obligation. Mais ça a commencé à me faire sentir déracinée, sans but. Alors j'ai créé une routine. Petite mais constante. Bibliothèque le mardi, course le vendredi, église le dimanche. Rien d'excitant, mais ça donnait une forme à ma semaine. Ça m'a aidé à me sentir moins comme si je dérivais. Vous n'avez pas besoin de remplir chaque heure, mais vous avez besoin d'un peu de structure, de quelques points d'ancrage. Sinon le temps disparaît. Et quand le temps disparaît, vous disparaissez aussi. La 10e chose est de s'accrocher à trop de choses par sentimentalité. Les vêtements de Vincent sont restés dans le placard pendant 3 ans. Je n'arrivais pas à me résoudre à les déplacer. Ses chaussures près de la porte, sa tasse à café dans le placard. Je pensais que les garder signifiait le garder lui d'une certaine façon. Mais au bout d'un moment, j'ai réalisé que ces choses n'étaient pas lui. C'étaient juste des choses. Et elles me gardaient coincée. Me gardaient dans une maison qui était en partie mémoriale, en partie maison. Finalement, avec l'aide de ma fille, j'ai tout passé en revue. J'ai gardé quelques pièces qui comptaient vraiment. Un pull, sa montre. J'ai donné le reste. C'était dur. Une des choses les plus dures que j'ai faites. Mais après, la maison semblait plus légère, comme si j'avais fait de la place pour respirer à nouveau. Vous pouvez honorer les souvenirs sans être enterré par eux. La 11e chose est de sauter la préparation aux urgences. L'hiver dernier, nous avons eu une coupure de courant. La tempête a coupé l'électricité pendant 2 jours. Je n'étais pas préparée. Pas de lampe torche avec des piles qui fonctionnaient. Pas de nourriture en plus qui ne nécessite pas de cuisson. Le téléphone est mort la première nuit. Je ne pouvais appeler personne. Je suis restée dans le noir et le froid, seule, effrayée. Quand le courant est revenu, la première chose que j'ai faite a été de faire un kit d'urgence. Lamps, torches, piles, nourriture en conserve, eau, batterie externe chargée pour le téléphone. Liste de contacts d'urgence écrite, pas seulement dans mon téléphone, parce que quand vous vivez seul, vous devez penser à ces choses. Personne d'autre ne le fera. Et la 12e chose est la désorganisation financière. Vincent s'occupait toujours des finances, factures, investissements, tout ça. Quand il est mort, je ne savais pas où rien n'était, ce que nous avions, ce que nous devions. Il m'a fallu des mois pour tout trier. J'ai trouvé des factures que je payais 2 fois, des abonnements que je ne savais pas que nous avions, de l'argent qui allait à des endroits que je ne pouvais pas suivre. C'était accablant. J'ai finalement eu de l'aide de mon aîné. Il s'est assis avec moi. Il a tout passé en revue. Il a mis en place un système. Maintenant, je sais ce qui entre, ce qui sort, où tout est. J'aurais aimé avoir appris ça plus tôt. J'aurais aimé ne pas avoir dépendu complètement de quelqu'un d'autre. Parce que quand vous êtes seul, vous devez savoir.
Vous devez comprendre vos propres finances. Ce n'est pas une question d'être parfaite, c'est une question de ne pas être perdue. Je pense à cet été de 74 parfois, quand je pensais que quelqu'un d'autre serait toujours là pour gérer les choses difficiles. Je ne savais pas alors que je finirais par tout faire moi-même. Et vous savez ce qui m'a le plus surprise? Je pouvais. J'ai appris. Ce n'était pas joli. Ça a pris du temps. Mais je l'ai fait. Vivre seul n'est pas ce que je pensais que ce serait. Certains jours, c'est plus dur que je ne m'y attendais. Certains jours, c'est mieux. Mais les erreurs que j'ai faites, les choses que j'ai dû apprendre, elles m'ont appris quelque chose d'important. Vous pouvez être seule sans être impuissante. Vous pouvez être indépendante sans être isolée. Je suis reconnaissante pour les matins calmes dans ma propre maison, pour apprendre que je suis plus forte que je ne le pensais, pour avoir compris comment prendre soin de moi après 68 ans à prendre soin de tout le monde. Un de mes enfants m'a dit récemment que ces vidéos inquiètent les gens, que les gens appellent leurs parents à cause de ce que je dis. Et vous savez ce que je leur ai dit? Bien, quelqu'un doit dire ces choses. Quelqu'un doit dire la vérité sur ce qui arrive quand vous êtes seul. Pas pour effrayer les gens, mais pour les préparer. Parce qu'être préparé n'est pas la même chose que renoncer. C'est l'inverse. C'est choisir de rester dans votre vie. Choisir de continuer à vivre selon vos propres termes aussi longtemps que vous le pouvez. Si cette histoire vous a atteinte aujourd'hui, si vous avez peur de vivre seul, si vous vivez déjà seul et que vous luttez, laissez un commentaire. Dites-moi ce à quoi vous faites face. Je lis chacun d'entre eux et je vous vois. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'êtes pas oublié. Pas par moi. Si vous voulez vous asseoir avec moi à nouveau, je serai là, toujours en train d'apprendre, toujours en train de comprendre, toujours en train de prendre soin de moi de la meilleure façon que je sais. Abonnez-vous si vous voulez continuer à écouter, parce que chaque semaine, je m'assois à cette table et je vous dis ce que j'ai appris sur le fait de vieillir sans disparaître, sur le fait de rester dans votre propre vie, sur le fait d'être seul sans être solitaire, sur le fait de prendre soin de vous quand personne d'autre ne le fera. C'est le vrai travail. C'est ce que nous faisons ici. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous. Et souvenez-vous, être seul ne veut pas dire que vous êtes livré à vous-même. Il y a des gens qui écoutent, des gens qui comprennent. J'en suis une.